Beijing exhorte les États-Unis de ne plus s'ingérer dans la politique intérieure chinoise. Les entreprises chinoises cherchent à se diversifier. Une exposition consacrée aux films d'opéra en Chine. La Chine dévoile un plan de protection des forêts naturelles. Les célibataires stimulent autant que les couples l'économie de la Saint-Valentin chinoise. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les manifestations s'étaient transformées en actes de violence radicale qui portaient atteinte à la règle de droit et menaçaient la sécurité de Hong Kong. Une porte-parole a déclaré qu'aucun gouvernement responsable ne resterait aveugle face à une telle situation et a demandé comment le gouvernement américain répondrait si la même chose se déroulait sur le sol américain. Elle a également accusé Washington de créer le chaos à Hong Kong. Une photo publiée mercredi montre une réunion entre des chefs de la manifestation à Hong Kong et un officiel américain, Julie Hidey, du consulat général des États-Unis à Hong Kong et Macao. L'un des participants, Joshua Wong, a confirmé la réunion, mais écarté tout argument de collusion. Voici davantage d'éléments sur le rôle des États-Unis dans les manifestations à Hong Kong. Flagrantes et bien organisées, les émeutes actuelles ont créé d'importantes perturbations pour le peuple ordinaire à Hong Kong. Le gouvernement chinois a accusé les États-Unis d'attiser les inquiétudes et maintenant il parle de preuves. Retour en 2013, le lanceur d'alerte américain Edward Snowden déclare que l'Agence nationale américaine de sécurité, la NSA, a piraté des ordinateurs à Hong Kong et sur la partie continentale de la Chine depuis 2009. Les Américains ne l'ont jamais admis, mais regardons ce qui a été fait depuis le début du mouvement de contestation à Hong Kong. En février dernier, Kurt W. Tong, le consul général américain à Hong Kong et Macao, a critiqué le gouvernement régional de Hong Kong pour ses amendements à la loi sur les fugitifs. En mars, les chefs des forces d'opposition à Hong Kong se sont rendus aux États-Unis pour faire du lobbying auprès du Conseil de la sécurité nationale, de membres du Congrès, de groupes de réflexion conservateurs et des médias pour attirer l'attention sur ces amendements hongkongais. Ils ont aussi multiplié les efforts auprès de la Maison-Blanche lors d'une réunion avec le vice-président Mike Pence. 2 mois plus tard, le leader de l'opposition, Martin Lee, s'est rendu aux États-Unis où il a rencontré le secrétaire d'État américain Mike Pompeo pour discuter de la loi sur les fugitifs. Pompeo a immédiatement publié une déclaration disant que la loi porterait atteinte aux intérêts des États-Unis. Lee a aussi participé à un symposium sur les amendements de Hong Kong organisé par la Fondation démocratique nationale ou NED. Au milieu du mois de juin, le Congrès américain a étudié un amendement à la loi de politique hongkongaise. Certains membres ont proposé une nouvelle législation cherchant à imposer des pénalités à certains responsables de la région administrative spéciale de Hong Kong. Également en juin, la présidente du Parlement, Nancy Pelosi, a publiquement déclaré que les manifestations à Hong Kong étaient un formidable paysage et a réétudié une loi américaine relative à Hong Kong. Puis en juillet, le vice-président Pence et le conseiller à la sécurité nationale John Bolton se sont entretenus avec des chefs de l'opposition de Hong Kong. Le Tien a lancé son entreprise il y a 5 ans, spécialisée dans l'exportation de fertilisants chimiques. Les différents commerciaux et de nouvelles opportunités l'ont conduit à mettre l'accent sur différents marchés, pour beaucoup des marchés émergents. Et ses ventes ont connu une hausse appréciable. Nous avions planifié d'exporter vers les États-Unis l'année dernière, mais les choses ont changé en mai et juin dernier. Désormais, nous exportons vers le Brésil et notre volume d'export a augmenté de plus de 30% en glissement annuel en 2018. Le volume d'export de Chine a connu une croissance de près de 7% au cours des 7 premiers mois de l'année. Les exportations vers les pays de l'Union européenne et ceux de l'ASEAN ont enregistré une croissance à 2 chiffres durant la même période. Le commerce avec les pays situés le long de la ceinture et la route a progressé de façon significative, comme par exemple avec l'Arabie Saoudite en hausse de plus de 30%. Les experts indiquent que ces changements font partie d'un modèle de plus en plus évident. Compte tenu que les droits de douane vont toucher davantage les exportateurs chinois, ces entreprises changent également leur stratégie. Donc probablement en raison des avantages géographiques des nations d'Asie du Sud-Est, les exportations vers ces pays vont progresser au cours des mois à venir. Bien que l'économie mondiale soit morose, le nombre d'entreprises chinoises impliquées dans le commerce international est en hausse. Le Bureau des douanes a déclaré que le nombre d'entreprises faisant du commerce avait atteint 33 000 au cours du premier semestre de l'année 2019, avec une croissance de 6,6% en glissement annuel. Les experts indiquent qu'un important facteur derrière cette croissance est la politique de la Banque centrale visant à réduire les difficultés financières des entreprises privées. Comparé à d'autres banques, la Banque centrale de Chine n'a pas pris beaucoup de mesures d'assouplissement ces dernières années. La dernière fois que nous avons réduit le taux d'intérêt de référence, c'était il y a environ 3 ou 4 ans.
La gestion de la politique est assez ample. Compte tenu des incertitudes extérieures plutôt sévères à l'heure actuelle, nous pensons que si les choses se poursuivent ainsi au second semestre, alors la Banque centrale aura de la marge pour assouplir ses politiques monétaires et encourager les activités de prêt. Et ce sont les entreprises privées qui mènent la performance commerciale de la Chine. Le Bureau des douanes a déclaré que le volume commercial des entreprises privées s'était situé à plus de 7 000 milliards de yuan au cours des 7 premiers mois, un saut de 12% en glissement annuel et de 5% plus rapide que la totalité de la hausse du volume des échanges. Couvrant 10 villes principales de Chine, l'édition 2019 de l'exposition internationale du film d'opéra offre au public une expérience unique, mêlant imaginaire et musique. L'attraction principale est Les hommes ici sont paisibles, produit par l'organisateur de l'exposition, le Théâtre national de Chine. Il a été tourné en format 4K avec les dernières technologies cinématographiques. Le réalisateur Wang Xiaoying présente les avantages du film lors d'une présentation sur scène. Ce film possède un avantage dans la présentation de l'opéra. Vous pouvez offrir au public une large variété d'angles et de perspectives. Vous disposez de gros plans très intimistes des visages, de même que des grands angles exceptionnels. D'autre part, le mélange d'imaginaire et de musique offre des opportunités sans fin. Je veux explorer et c'est une expérience merveilleuse. Durant les 3 prochains mois, l'exposition offrira des séries stellaires de films d'opéra pour le public à Beijing, Shanghai, Shenzhen et Chengdu parmi d'autres villes chinoises. À côté du film en question, l'exposition présentera des productions d'importance sur grand écran, toutes créées par les principaux théâtres et autres institutions du monde. Parmi elles, l'Opéra Metropolitan de New York, le Royal Opera House de Londres et le Théâtre de l'Opéra de Beijing à Shanghai. La production et l'exposition de ces films d'opéra sont parfaites pour introduire des modes de diffusion à une audience élargie. Ces films ont rendu le Beaux-Arts plus accessible. Aussi, le programme a aidé à renforcer nos échanges avec d'autres théâtres dans le monde. Il s'agit d'une grande plateforme propice au dialogue. L'exposition internationale du film d'opéra doit présenter 420 projections de 14 films d'opéra. La Chine a dévoilé un plan de protection et de restauration des forêts du pays dans le but d'atteindre une superficie totale de 200 millions d'hectares d'ici 2035. Selon le plan publié récemment par le Conseil des affaires de l'État, un mécanisme de protection et de restauration des forêts sera mis en place pour toutes les forêts naturelles du pays d'ici 2020. D'ici 2050, un écosystème pleinement fonctionnel sera achevé, ce qui jouera un rôle fondamental dans les objectifs de développement durable du pays. En 1998, le gouvernement chinois avait déjà mis en œuvre un programme de protection des forêts naturelles dans 16 provinces, dont le Heilongjiang, le Jining, le Hebei, le Yunnan, le Hunan et le Liaoning. Le programme comprenait des restrictions d'exploitation forestière, des zones protégées, la replantation et toute une série d'autres politiques visant à protéger les forêts du pays et à réduire les risques d'érosion et d'inondation. La Chine compte 197 millions d'hectares de forêts. Au cours des 2 dernières décennies, le gouvernement central a dépensé plus de 400 milliards de yuans pour protéger environ 129 millions d'hectares de forêts, dont 28,5 millions ont été plantés au cours de cette période. Grâce à ce programme, de nombreuses provinces possèdent maintenant une couverture forestière d'environ 60%. Selon le plan, les plus hauts responsables des gouvernements locaux seront responsables des travaux de protection. De plus, toute exploitation commerciale de forêts naturelles sera interdite dans tout le pays. Dans certaines zones centrales, d'autres activités commerciales seront également interdites. Enfin, le département des forêts renforcera la restauration de certaines forêts naturelles dégradées et accélérera les travaux visant à mettre en place un système de surveillance des travaux de protection et de restauration. Le festival du double 7, l'équivalent chinois de la Saint-Valentin, le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire chinois, et qui est tombé cette année, le 7 août, est devenu une source de revenus annuels pour le secteur de l'hôtellerie et du tourisme en Chine, sur la base des données des principaux sites internet de voyage en ligne en Chine. Mais les chiffres montrent que les célibataires contribuent également à la consommation du festival. Selon Ctrip, la proportion de célibataires qui décident de voyager pendant le festival a augmenté de 48% par rapport à l'année précédente, alors que la consommation moyenne de voyage le jour de la Saint-Valentin chinoise est de 1422 yuan, soit la moitié seulement des dépenses moyennes des couples. En outre, les ventes de produits cosmétiques ont augmenté de 186,7% cette année, contre 152,4% l'année dernière.
Les ventes de bijoux en or ont connu une croissance de 122% en 2019, dont 78% de femmes. Un rapport publié par Sinolink Securities, publié plus tôt cette année, a révélé qu'il y a plus de 200 millions de célibataires en Chine, caractérisés par une consommation élevée et une faible épargne. La génération post-1990 est devenue la force motrice, avec 35% de tous les couples de voyageurs cette année, suivi de ceux des années 1980 avec 29%. Le jour de la Saint-Valentin chinoise, les films les plus populaires de Suning Cinema ont été Ne Zha, un film d'animation, The Bravest, un long métrage chinois, et Looking Up, un drame familial chinois dont les billets spécialement conçus pour les couples ont représenté 76%.